Alors, le point numéro 8, intensifier la production nationale, c'est aussi un terme exactement tel quel qu'il était utilisé dans le programme du Conseil national de la résistance. Je vous ai dit, tout ce que je vous présente, c'est le programme du CNR de 1944, mais actualisé en 2012, et vous voyez à quel point c'est assez fascinant. Il est assez fascinant de voir que nos ancêtres, en 1943-44, se sont trouvés dans une situation pratiquement comparable à la nôtre. Évidemment, comme le dit le proverbe, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. C'est-à-dire qu'évidemment, ça n'est pas le même type d'occupation, c'est moins dramatique sous un certain angle, ça n'est pas le même type d'adversaire, ça n'est pas le même type de féodalité exactement, mais néanmoins, vous voyez à quel point, dans tous les sujets, sur tous les sujets, ce sont finalement les mêmes problématiques. Alors, priorité à la production nationale, ça veut dire dénoncer de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 32, 63 et 282 du TFUE, je vous en ai déjà parlé, ce sont ces articles qui organisent notamment les délocalisations, récupérer immédiatement notre siège plein et entier à l'Organisation mondiale du commerce. Je n'entre pas trop dans les détails qui sont techniques, il faut savoir que l'Organisation mondiale du commerce est le lieu où se discutent, s'élaborent et se négocient les droits de douane ou les quotas par spécialité douanière. Il faut savoir que la France est membre de l'OMC, comme 147 ou 148 États de la planète, mais que la France, depuis le traité de Rome, ne négocie plus ses droits commerciaux, elle les fait négocier par un commissaire européen qui négocie en même temps les droits commerciaux de l'ensemble des pays des 27. Ce qui est une catastrophe, bien entendu, puisqu'un commissaire européen qui négocie les droits commerciaux des 27 a en fait totalement les mains libres, puisqu'il peut céder ce qu'il veut, il favorisera toujours un pays ou en opposera un autre. Je répondrai éventuellement à vos questions sur ce sujet. C'est un sujet éminemment technique, mais extrêmement important, puisque c'est là que se cachent les propositions qui reviennent actuellement sur le devant de la scène de façon plus ou moins discrète, qui est de revenir à une certaine forme de protectionnisme pour protéger certains pans de notre industrie nationale. J'en prendrai quand même un exemple là pendant que j'y suis, c'est l'exemple de l'industrie textile en France. L'industrie textile en France est en voie de disparition, on l'a vu encore avec l'affaire Le Jabi, il n'y a pratiquement plus d'industrie textile en France. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que progressivement, la Commission européenne a diminué les droits de douane, notamment sur les textiles en provenance de Chine. Et il y avait pas seulement les droits de douane qui protégeaient, mais le système des quotas. Un quota, ça veut dire pas plus, par exemple, que de prendre, je ne sais pas, 40 000 sous-vêtements féminins par an, si je pense à Le Jabi. Bon. Et puis à partir d'un certain moment, la Commission européenne a décidé de supprimer les quotas textiles vis-à-vis de la Chine. Ça veut dire que la Chine peut vendre à l'Union européenne sans limitation. Or, tout ce qui est produit en Chine, évidemment, est effectué à un prix extrêmement bas. Qui a négocié ça ? Un commissaire européen de nationalité britannique qui a cédé cela contre l'ouverture de la Chine aux Lloyds britanniques, aux compagnies d'assurance britanniques, les Lloyds. C'était un Britannique. Pour les Britanniques, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'on ouvre le marché chinois aux Lloyds, qui sont les plus vieilles compagnies d'assurance du monde, créées en 1580, et on permet aux Britanniques d'acheter sans limitation des produits textiles chinois. Ça tombe bien puisqu'ils n'ont plus d'industrie textile. Donc on peut s'approvisionner au moindre coût. En revanche, ceux qui se font avoir, ce sont les Français ou les Italiens, puisque ce ne sont pas leurs compagnies d'assurance qui bénéficient du marché chinois, d'une part, et d'autre part, on est en train de tuer leur industrie textile. Vous voyez comment ça marche, la dynamique européenne. Au nom d'un prétendu intérêt européen, il y a certains États qui acceptent de faire harakiri sur leurs intérêts stratégiques les plus fondamentaux. C'est ça qu'il faut expliquer aux ouvriers de Le Jabi, aux ouvrières de Le Jabi. Il faut leur expliquer tout ceci. Mais qu'est-ce qu'on vient leur dire ? Vous avez vu qu'il y a M. Montebourg qui est allé se promener en disant que lui, il allait se battre pour le Made in France. Ah bon, et vous faites comment, M. Montebourg ? Puisque vous ne sortez pas de l'Union européenne, vous faites comment ? Il ne fait rien. Il ne fait que de l'entertainment. Il ne fait que se moquer du monde. Et M. Montebourg, c'est la même chose pour M. Laurent Wauquiez, de l'autre côté, qui a fait pareil avec les pauvres ouvrières de Le Jabi, dont il se moque en définitive éperdument. Il faut prendre des mesures de sauvegarde immédiates en termes douaniers dans un certain nombre de secteurs industriels clés. Il faut rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, encore une autre raison pour le rétablir. Et il faut relocaliser en France le plus grand nombre possible de commandes publiques
parce que ça c'est un élément sur lequel l'État a pouvoir, enfin avait, parce que vous savez que l'Union européenne a interdit ça. Pourquoi est-ce que maintenant vous avez des préfets ou des directeurs d'administration de ministères qui circulent en Ford à Paris ou dans les départements? C'est parce que avant l'État achetait français, maintenant non. Maintenant il faut faire des soumissions et donc pourquoi pas acheter des Ford si la Ford est moins disante. Alors vous me direz, comme Ford la part française dans Ford étant fabriquée à Bordeaux est peut-être maintenant supérieure à celle de Renault, plus personne n'y comprend plus rien. En attendant, il faut relocaliser le plus grand nombre possible de commandes publiques. Ça veut donc dire se soustraire là aussi aux obligations européennes. Et donc il doit être fait interdiction à l'ensemble des ministères de s'approvisionner ailleurs qu'en France, sauf bien entendu lorsqu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. Par exemple en limitant les appels d'offres aux productions faites en France à plus de 75%. J'insiste sur cet élément à peine croyable, qui est presque un gag, c'est que comme vous le savez peut-être, désormais pour la police nationale ou même pour l'armée française, les soldats sont habillés avec des vêtements qui sont fabriqués au Maroc ou qui sont fabriqués en Chine. Qu'est-ce que c'est qu'un pays dont l'armée ou dont la police n'est même pas... On ne peut même pas assurer de l'habiller avec des productions nationales. Imaginez d'ailleurs l'image que cela donne d'un pays comme le nôtre à ces pays qui fabriquent ces trucs-là. C'est vraiment le bas empire romain, avec des espèces de mercenaires venus de l'ensemble du monde connu. Et puis une gestion dynamique du taux de change externe du nouveau franc. Gestion dynamique, ça veut dire une gestion qui tient compte des contraintes de la compétitivité de l'économie française. Donc ça implique une sortie de l'euro et de l'Union européenne, toutes ces mesures qui sont cohérentes avec le reste de mon programme. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre les propositions et les analyses que je fais, il me semble qu'au moins toutes les personnes qui me connaissent et qui me découvrent et qui m'écoutent ne peuvent pas nier un fait, c'est que tout ce que je dis est parfaitement réfléchi et cohérent les uns avec les autres et que je ne prends pas mes auditeurs pour des imbéciles. Le point numéro 9, c'est faire retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. C'était le programme du 1944, mot pour mot. Eh bien, appliquons-le en 2012. En 2012, le retour à la nation, ça veut dire la nationalisation. Alors, nationalisation, je précise que la nationalisation n'est pas forcément une étatisation. Une étatisation, c'est lorsque l'État prend 100% du capital, comme par exemple ce fut le cas pour EDF. 100% d'EDF détenu par l'État. Ça s'appelle une étatisation. Mais une nationalisation, ça peut être par exemple 51% du capital. Donc 49% peut être détenu par le privé ou par le public et 51% par l'État. C'est une nationalisation majoritaire. Vous avez des nationalisations minoritaires. Par exemple, l'État peut prendre 33% du capital, ce qui peut garantir un système de droit de blocage pour les décisions à l'intérieur d'un conseil d'administration. Si vous avez 33%, vous avez une minorité de blocage, vous pouvez interdire toute décision qui est contraire à ce que souhaite l'État. Donc vous voyez que vous avez tout un panel de prise de participation en fonction de l'intérêt de l'État, en fonction des intérêts jugés. Par exemple, l'étatisation d'EDF est justifiée par le fait que c'est une industrie qui nécessite un raisonnement à très très long terme, à 40-50 ans, et que le raisonnement, ça ne va pas avec un raisonnement à court terme. Et ça nécessite des très gros capitaux, ce que seul un État peut apporter. Et puis il y a un dernier type de nationalisation, c'est encore plus simple que le reste, c'est ce qu'on appelle la golden share en anglais, en anglo-américain, ça veut dire l'action dorée. C'est-à-dire qu'avec une action, vous achetez une action d'une entreprise et vous décidez par la loi, parce que la loi c'est nous tous, c'est le peuple souverain, eh bien la loi décide que cette action est une action particulière qui vaut direction de l'entreprise. Voilà. Alors ça, évidemment, ça existe en France, ça existe aux États-Unis, ça existe dans beaucoup de pays, ça existait en Italie. La Commission européenne a ça en ligne de mire, considère que c'est absolument contraire aux règlements européens, mais on peut aussi décider d'une nationalisation de cette nature. Il y avait une entreprise, par exemple, qui s'appelait le Crédit National, jadis, qui a disparu à la fin des années 90. Le Crédit National, eh bien, c'était une entreprise qui était cotée en bourse, qui était possédée par beaucoup de particuliers, par des institutionnels comme la Caisse des dépôts, etc. Et l'État possédait une action, mais avec cette action, il s'était arrogé le pouvoir de nommer le président et les 2 directeurs généraux de l'entreprise. Voilà. Le peuple souverain peut tout faire. Donc, cette nationalisation, le retour à la nation des sociétés suivantes.
alors qui sont encore pour une part nationalisés, mais qui sont menacés de privatisation. Je propose non seulement de les nationaliser ou de les renationaliser ou de les garantir leur nationalisation actuelle, mais également d'inscrire ce principe-là dans la constitution des services publics par nature, EDF, GDF, comme vous savez, qui a été largement dénationalisé, France Télécom, l'ensemble des sociétés d'autoroutes, l'ensemble des sociétés de réseaux d'adduction d'eau, parce que ça, tout ceci, ça fait partie de notre service public, TF1, TDF, dont on a déjà parlé, et tout établissement financier secouru par des fonds publics. C'est-à-dire pas toutes les banques, mais dès qu'une banque crie au secours et parce qu'elle tombe en faillite, ce qui a failli être le cas et ce qui, semble-t-il, a tout risque d'arriver à tout moment à la Société Générale, eh bien si le contribuable est obligé de sauver la Société Générale, il est normal que l'on nationalise la Société Générale. Ça suffit de ces banquiers qui gardent, à chaque fois qu'ils font des profits, c'est pour eux, et quand il y a des pertes, eh bien il faut que ce soit les contribuables qui les épongent. C'est pas possible, on ne peut pas avoir un jeu à double standard de cette nature. Il y a également l'annulation définitive du processus de privatisation rampante de la Poste. Au total, interdire la privatisation des services publics stratégiques existants actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation, et poser le principe constitutionnel de la propriété publique de la Poste, des producteurs et fournisseurs de gaz et d'électricité, de la SNCF, des autoroutes, des services d'adduction d'eau et des 2 premières chaînes de télévision nationale. Alors que l'on ne vienne pas me présenter comme un dangereux marxiste, parce que d'abord c'est tout à fait conforme à ce qui avait été décidé en 1944, la société française n'est pas devenue une société marxiste-léniniste pour autant. Il s'agit d'un grand principe qui est cher aux Français, qui remonte à Saint-Louis. C'est Louis IX, vers les années 1240, qui avait créé les établissements de commun profit, c'est-à-dire pour la première fois des hospices pour indigents. C'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire, le roi, le souverain, prenait conscience et voulait que tous les Français, quels qu'ils soient, puissent avoir des soins, même s'ils n'avaient pas d'argent. Et c'est pour ça que le peuple français, puis il voulait surtout aussi la même justice, c'est pour ça vous connaissez, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les grands mythes de l'histoire de France, les grandes images d'Épinal, Saint-Louis sous son chêne à Vincennes qui réglait la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, Saint-Louis, le roi de France, Louis IX, pouvait, le cas échéant, donner raison à un manant par rapport à un seigneur. Et pour le peuple français, il n'attendait que ça. C'est d'ailleurs pour ça que les Français ont demandé, ont obtenu la canonisation de Louis IX, qui est devenu Saint-Louis, dès la fin du XIIIe siècle. Et c'est resté très puissant dans notre mentalité nationale. Parce que les Français sont un peuple qui n'en avons rien à voir avec les anglo-saxons. Le peuple français, il n'y a pas besoin d'être de gauche pour penser comme ça, parce que ce que je viens de dire là, 90% des Français sont d'accord, même des Français de droite. Je vous ai dit, moi j'ai jamais vu de Français de droite, à part quelques illuminés du côté de chez Madelin peut-être, mais j'ai jamais vu de Français de droite qui soit favorable à la privatisation d'EDF. Ils ne le demandent pas. Personne ne le demande en France, où la privatisation de la Poste, ça n'existe pas. Les Français, ils sont contents d'avoir leur service public. Les Français, ils sont comme ça. Ils ne veulent pas avoir une société totalement étatisée marxiste. En tout cas, l'histoire récente a montré, au cours des 60 dernières années, que le Parti communiste n'avait pas réussi à convaincre une majorité des Français. Mais ils ne veulent pas non plus avoir la loi de la jungle. Les Français ont besoin de justice sociale. Et ce qui est extrêmement important pour la population française, c'est la justice sociale et notamment l'égalité de tous les Français face aux grands événements de la vie, la naissance, la maladie, la mort. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, accessoirement aussi, c'est pas accessoire dans mon esprit, je vais en parler dans un instant, tout ce qui est relatif à l'éducation. Ça, ce sont des choses qui structurent la pensée française et dont nous devons être légitimement fiers, parce qu'en termes de société humaine, c'est bien supérieur au prétendu modèle américain. Je signale qu'aux États-Unis, il y a 50 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture sociale. Alors le point numéro 10, favoriser la participation des travailleurs à la direction de l'économie, c'était inscrit comme ça dans le Conseil national de la résistance, dans le programme qui d'ailleurs proposait de faire un programme où il le reconnaissait, c'était l'union des patrons et des ouvriers. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que l'actionnariat salarié est une solution d'avenir. Je pense ici aux tentatives qui avaient été faites par De Gaulle dans les années 60, comme vous le savez,
d'où il voulait développer cette espèce de troisième voie entre le capitalisme pur et dur anglo-saxon et le marxisme-léninisme, le socialisme, l'appropriation collective des moyens de production à la soviétique. Et de la même façon que De Gaulle a rêvé de pouvoir avoir une Europe sous influence française qui échapperait à l'influence américaine d'un côté et à l'influence soviétique de l'autre, je vous renvoie à un dossier que j'ai mis en ligne sur le site de l'UPR à ce propos, eh bien De Gaulle imaginait que la France pourrait être la championne d'une espèce de troisième voie réconciliant à la fois le dynamisme incomparable du capitalisme et également la justice sociale émanant du socialisme, c'est-à-dire en fait prendre le meilleur des deux mondes, comme on dit. Donc l'actionnariat, à l'époque, ces idées de participation, n'ont pas trouvé grâce parce que la société française était extrêmement clivée. Il faut dire que c'était une bataille rangée entre le camp socialiste et puis le camp occidental. Nous étions dans un système où il y avait le mur de Berlin, le rideau de fer, où c'était des espèces de luttes épiques, et donc la tentative de Gaulle a avorté parce que la gauche, et notamment le Parti communiste français qui était très puissant, reprochait à ces idées des idées de collaboration de classe. Donc ça a été rejeté. Mais maintenant, le temps a passé. Maintenant, nous sommes 40, 50 ans après. Et maintenant, nous sommes au 3e millénaire, et je crois que revenir sur ces idées est une bonne idée parce que les esprits ont changé. Et je crois que de plus en plus, il y a de plus en plus de Français, notamment de jeunes Français, qui ambitionnent d'être soit dans des SCOP, des sociétés coopératives ouvrières de production, soit d'être des auto-entrepreneurs, soit de participer au capital, d'avoir un esprit entrepreneurial, c'est quelque chose de plus nouveau. Et ça présente énormément d'avantages, puisque lorsque les salariés représentent une part significative de l'actionnariat, ils peuvent être les premiers à empêcher le bradage de leur propre société ou la délocalisation de leurs activités. Là oui, si le Jabi était possédé par les ouvrières de le Jabi, elles ne décideraient pas de transférer l'usine en Tunisie. Deuxièmement, ça permet à l'entreprise de développer ses fonds propres, ce dont manquent de très nombreuses PME, et ceci en se passant de l'intermédiaire des banques et des fonds spéculatifs, puisque justement les ouvriers peuvent consacrer une partie de leur salaire à l'augmentation des fonds propres s'ils possèdent la société en tout ou partie. Ça permet d'améliorer le partage de la valeur créée en faveur du personnel, tout en stimulant sa créativité par une motivation accrue, surtout si la part de l'actionnariat salarié est importante dans le capital. Ça contribue aussi à régler le difficile problème de succession des chefs d'entreprise qui ne trouvent pas repreneur. Et si l'entreprise est performante, l'actionnariat salarié peut permettre aux salariés de se constituer au long de sa vie un capital important, parce que ils peuvent aussi faire, pas tout à fait fortune, mais quand même, on peut avoir un actionnariat salarié qui se traduit à la fin d'une année, d'une vie de travail par un pécule très important si la société se développe bien. Donc c'est un élément important qui est exactement tel qu'il avait été prévu d'ailleurs dans le programme du CNR, le lancement d'une grande politique publique de renforcement de l'actionnariat salarié et la relance de la participation des travailleurs. Le point numéro 11, c'est la garantie d'un niveau de rémunération et d'un logement qui assure à chaque citoyen et à sa famille la sécurité et la dignité, tous éléments qui étaient prévus dans le programme de 1944. Logement et rémunération décents. Vous savez que le problème du logement en France est devenu et devient de plus en plus crucial. Mais pourquoi ? Mais pour une raison très simple, c'est parce qu'on ne construit plus assez de logements sociaux depuis des années. Il y avait eu le même phénomène qui s'était produit dans les années 1940-1950, de telle sorte que en 1954, il y avait eu, vous savez, le mouvement de l'abbé Pierre. Et à partir de 1955, il y avait eu donc un développement du logement social. Sous De Gaulle, le logement social a connu une vraie priorité. On a développé le nombre de constructions de logements sociaux qui avait grimpé jusqu'à 120 130 000 logements sociaux par an. Tout n'avait pas été parfait. Il y a eu, c'est l'époque où on a construit des cités, des grandes barres, mais c'était l'esprit du temps. Les gens étaient imprégnés de la pensée de Le Corbusier, etc. On s'est aperçu avec le recul du temps que c'était criminogène, qu'il valait mieux des structures à taille humaine, etc. Donc on détruit maintenant les bars. Mais entre-temps, on avait quand même logé les Français rapidement, alors qu'il y en avait dans les années 65-66, autour de Paris, il y avait des bidonvilles. Ils ont été supprimés. On a monté jusqu'à 150 000 logements sociaux par an. Eh bien, avec Giscard, puis Mitterrand, puis Chirac, on est retombé au niveau des années 1953, c'est-à-dire avant l'abbé Pierre. C'est la raison pour laquelle, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, j'insiste sur la création de logements sociaux. C'est très important.
Il est vrai que j'ai été dans un conseil général et que j'ai pu mesurer sur le terrain la grande difficulté de nos compatriotes à se loger, notamment dans les grands centres urbains. Donc l'idée, c'est un grand plan de programme de logements sociaux avec la mise en chantier de 80 000 logements sociaux par an en plus de ceux prévus. Alors bien entendu, l'idée qui se cache derrière, c'est aussi d'avoir une relance économique, puisque, comme vous le dit le proverbe, quand le bâtiment va, tout va. L'idée de la construction des logements sociaux, c'est que ça favorise, comme vous le savez, un développement économique de terrain. Ça favorise. On peut pas construire. En gros, on ne peut pas construire un HLM dans la banlieue de Grenoble. On ne peut pas le construire à Shanghai. Ça peut pas être construit à Shanghai et importé en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça se construit sur place. Ça veut dire qu'il faut des sociétés françaises qui sont sur place, il faut des artisans qui sont sur place, etc. Alors, on peut effectivement avoir des produits d'importation. Les fenêtres, par exemple, peuvent être fabriquées en Allemagne. Ça, c'est exact. Mais globalement, c'est une relance économique qui est le plus pourvoyeuse d'emplois locaux et la moins créatrice d'importation. Donc, c'est un excellent moyen de relance économique. Au passage, je signale, pour ceux qui s'inquiéteraient du financement de ce programme, que 80 000 logements sociaux par an, ça peut coûter à peu près quelque chose comme 7 milliards d'euros. Or, sortir de l'Union européenne, justement, nous rapportera déjà 7 milliards d'euros, puisque nous donnons 21 milliards d'euros en direct à la Commission européenne, et nous en recevons, en gros, je vous parle en chiffres très approximatifs, mais qui donnent une bonne idée, nous en recevons 14 milliards d'euros par an, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Donc les subventions que reçoivent les associations, que reçoivent les agriculteurs, que reçoivent les collectivités publiques qui disent « Ah, heureusement que l'Europe est là parce qu'on a une subvention », ben, il faut aller les voir, il faut leur dire « Attendez, arrêtez de vous tromper. La subvention que vous recevez avec le drapeau de la Sainte Vierge, la bleue aux étoiles d'or de la Commission européenne, c'est notre argent. » Mais c'est notre argent dont ils ont piqué 7 milliards par ailleurs pour leurs bonnes œuvres, c'est-à-dire pour financer la structure de la Commission et pour faire les fonds structurels qui sont transmis aux autres pays de l'Union européenne. Alors, pour revenir au logement, le renforcement de la loi SRU, vous savez, qui vise à obliger donc, les municipalités à construire des logements sociaux, et puis valoriser les bas salaires par rapport au système d'indemnisation du chômage. Ça veut dire que l'État doit renforcer des dispositifs en partenariat avec les entreprises pour que les bas salaires soient réellement attractifs par rapport aux situations de chômage indemnisées.